Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui avec une visite de chantier sur les terrains de Nordvolt et d'une entrevue avec Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau, gestionnaire communication et affaires publiques de l'entreprise. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Jérémy Letellier, président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, pour faire le bilan sur la dernière année et discuter des fonds disponibles pour les agriculteurs. Finalement, on rencontre Mme Dominique Dumouchel, agente culturelle à la ville de Belleuil, pour parler de l'événement Chaufferette 2025. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Sur le chantier de la future usine de Nordvolt. On vient voir l'avancement des travaux avant le congé des fêtes, des travaux qui vont reprendre au printemps prochain. Et on s'en va rencontrer Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau, qui est gestionnaire aux affaires publiques chez Nordvolt, qui va nous faire une tournée du chantier. L'idée, c'était de faire aussi un bilan d'année, venir vous montrer les travaux qu'on en est aujourd'hui alors qu'on termine. Ça a été quand même une grosse année en termes de travaux. On a commencé le premier point de presse le 9 janvier l'année dernière. Là, on arrive presque 12 mois, mois pour mois, jour pour jour sur le chantier. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'on a beaucoup progressé. Nordvolt a été un dossier qui a été assez médiatisé. Donc, c'est important aussi de venir montrer tout le travail qui a été accompli par nos équipes. On est très fiers. Comme je le disais, on a 150 employés près de Nordvolt. On a eu 150 personnes qui sont venues travailler ici. Puis tout le monde aussi qui veut travailler pour un projet qui va permettre de positionner le Québec aussi dans la fabrication de batteries durables dans le monde, de nouvelles technologies. Fait que c'était important pour nous de venir faire le point puis le bilan aujourd'hui. Vous semblez comme vraiment optimiste, puis c'est pas nécessairement ce qu'on voit qui est reflété dans les médias. Est-ce que c'est faux ce qu'on lit dans les médias ou c'est juste que la réalité est différente sur le terrain? Je pense que l'important, c'est sûr qu'on est à travers un processus de restructuration. On est prudent, je dirais. C'est vraiment notre approche. C'est pour ça aussi que, quand on regarde, on avait déjà prévu de prendre un arrêt durant la période hivernale, mais ça nous permet aussi de faire attention avec notre gestion des fonds. On prend notre échéancier, on va revoir l'échéancier, on va revoir notre façon dont on dépense l'argent pour s'assurer de pouvoir réaliser le projet au Québec, mais on continue d'y croire. Parce que pour Nordvolt, même en Suède, l'Amérique du Nord demeure un point stratégique. Le projet de Nordvolt 6 nous permet d'arriver sur ce marché-là, de le desservir aussi. On est très près des États-Unis. Donc, ça nous permet d'accéder à cette porte-là qui est stratégique pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on veut continuer à aller de l'avant et on continue d'y croire. On comprend quand on parle de restructuration de la maison mère, mais comme on l'a expliqué aussi avec les médias, le projet au Québec, on a les fonds, on a l'argent dans notre compte de banque pour les payer. Donc, évidemment qu'on travaille étroitement avec nos fournisseurs, mais on est chanceux, on travaille avec des bons partenaires. Parce qu'il faut dire que la majorité de nos travaux se sont déroulés ici. Donc, ici, on est sur la portion de Saint-Basile-le-Grand du terrain, parce que, je le rappelle, mais le terrain chevauche 2 municipalités. Du côté ici, on voit la portion qui est McMasterville. Ici, ça va être notre bâtiment d'assemblage de cellules. Donc, c'est le premier bâtiment qui va sortir de terre pour le projet de Nordvolt 6. Ça a été la même chose là aussi pour la référence de notre projet là, en Suède. Donc, c'est le bâtiment qui va nous permettre d'assembler des cellules. En amont, dans le processus de fabrication, il va y avoir aussi un procédé de matière active de cathode. Donc, qu'on vient mettre la poudre dans la batterie. Donc, ça va venir plus tard. Mais vraiment, le premier bâtiment que les gens vont voir, ça va être ici. Après ça, la prochaine étape qu'on va faire au printemps, c'est venir couler les fondations du bâtiment. Et après ça, il va y avoir l'érection de la structure d'acier. En ce moment, on travaille avec la firme Canam qui est déjà en train de produire les poutres d'acier. Donc, on va venir les livrer ce printemps, cet hiver, sur le site. C'est un bâtiment qui va avoir quand même 40 mètres de hauteur. Fait qu'on peut voir que ça va être quand même une bonne ampleur de bâtiment. Quand on regarde, ça va être 14 000 tonnes d'acier qu'on doit produire pour le bâtiment. Puis à titre de référence, le pont Jacques-Cartier est 15 600 tonnes. Donc, c'est un peu l'équivalent en termes d'acier du pont Jacques-Cartier qu'on vient bâtir ici, qu'on va amener sur site. On a travaillé donc avec 150 travailleurs tout au courant de l'année qui sont venus faire les travaux préparatoires
Donc, on a sorti la terre du site, on est venu aussi remblayer et on a aussi venu poser là, les insertions rigides qui nous permettent de stabiliser le sol parce que c'est un sol qui est argileux. Donc, en tout, là, ça prend 7000 insertions rigides. Donc, les gens étaient actifs tout au cours de l'année. Puis, en termes aussi de chiffres, c'est quoi l'impact aussi de Nordvolt? On parle d'environ 350 millions d'argent qui a été donné à des fournisseurs canadiens. Et de ça, on a 200 millions à des fournisseurs québécois. Donc, on est très fiers là, d'avoir travaillé aussi avec plusieurs fournisseurs, plusieurs entreprises, par exemple, Jamais Canam, là, qui ont travaillé sur notre chantier ici, là, en Montérégie. L'année dernière, quand on avait fait venir les médias, on avait été plus près, en fait, de où qu'on voit les roulottes qui sont là, qui ont été les roulottes, les premières qu'on a installées, et on s'était promené un peu davantage proche de la rivière Richelieu. Donc là, c'est plus intéressant de vous montrer là, concrètement là, ce qui a vraiment occupé nos gens là, tout au long de l'année. Puis je pourrais vous fournir aussi peut-être des images de drones qu'on a aussi qui, avec la neige, donnent une meilleure, peut-être, en ce moment, il y a neiger, donc on voit moins un peu l'impact là, ou de ce que ça peut avoir l'air à terme, mais je pense que les images de drones aident vraiment à visualiser l'ampleur de ce qui a été réalisé ici sur le site. Toute la terre qu'il y avait à sortir. Il ne faut pas oublier que dans le fond, pour réaliser l'ensemble du projet, il faut avoir 12 autorisations gouvernementales. À ce jour, Nordvolt a eu 2 autorisations. Donc, l'autorisation nous permet de réaliser les travaux pour ce bâtiment-ci. Donc, pour les travaux pour le bâtiment-ci, oui, la terre a été sortie. C'est aussi de la terre qui était majoritairement catégorisée comme du AB. Donc, faible niveau de contamination. C'est à peu près l'équivalent de la terre qu'on peut trouver pour du bâtiment résidentiel. Donc, ça a amené dans un dépôt qui va le valoriser. Il y a aussi, du côté de McMasterville, il va y avoir les bureaux en fait, de Nordvolt vont être construits du côté de McMasterville. Fait que ça va dépendre aussi des autorisations à aller chercher. Bien ici, je dirais pas contaminée parce que quand je parle de AB, on parle vraiment de la terre de qualité résidentielle. Donc, c'est une terre qui est bien, là, en somme toute. Sinon, on savait effectivement qu'il y avait un peu de CD, mais majoritairement, là, la terre n'était pas... c'est une bonne qualité de terre. Mais des fois, vous voyez les clôtures en orange, là, c'est des barrières de sédimentation. Donc, il y a des mesures qui ont été prises pour justement s'assurer de protéger les espèces. J'en vois pas ici, mais il y a aussi des endroits où on a identifié avec des pancartes. Par exemple, l'aire du Petit Blongiot, là, qui se tourne vraiment par le fond. On a mis des pancartes pour bien illustrer aux gens les aires protégées. Même chose pour les tortues. Donc, à chaque endroit. Puis, on avait aussi des biologistes qui étaient présents sur site tout au long des travaux, qui s'assurent que, justement, il n'y a pas d'animaux à proximité. Ils ont fait beaucoup de sensibilisation aussi dans nos roulottes. On a mis des affiches pour montrer, aider les gens aussi à identifier les espèces. L'idée, c'est que quand ils voyaient une espèce, ils devaient immédiatement appeler le biologiste. Le biologiste vient sur place, constate. Donc, on avait toute une procédure en place pour justement s'assurer qu'on protège là, les espèces qui étaient sur notre site. Il y avait pour les milieux humides, dans le fond, il y avait une compensation qui a été versée de 4,75 millions au Fonds de protection des milieux humides du gouvernement. Donc ça a été fait et on a effectivement un projet de conservation qui est pour la perte des milieux naturels sur le site. Et là, on est en train de former un groupe de travail parce qu'on veut travailler vraiment avec des experts en environnement pour avoir leur expertise, mais aussi leur expertise locale. On souhaite créer un projet qui va être au bénéfice des communautés locales, mais également de l'environnement. Donc, on est sur la formation de ce groupe de travail-là. Puis les travaux vont s'intensifier vraiment au cours de l'année prochaine. On a, à titre de rappel aussi, là, mais on a 36 mois pour présenter le projet au ministère de l'Environnement. Mais on continue d'avancer quand même sur ces dossiers-là. Oui, donc vraiment, là, en ce moment, sur tout le site, on est en train de terminer tout ce qui est travaux préparatoires avant la période des fêtes. Donc, on est sur les derniers travaux là, qu'on va terminer au cours de la semaine prochaine. On va prendre une pause à suite sur une pause hivernale avant d'amorcer plus les travaux de coulée de béton pour notre bâtiment principal. Mais ici, il y a eu beaucoup aussi de travaux pour les accès. Parfois, ça semble simple, mais les accès sont importants pour sécuriser, à s'assurer que nos travailleurs travaillent en sécurité, de faire des parcours aussi pour s'assurer que la circulation est fluide. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits à ce niveau-là également là, sur le site. On a aussi des travaux, on les voit un petit peu, là, j'ai dû penser, mais de canalisation qui sont en cours.
Fait que si vous voyez, on peut peut-être s'approcher tantôt. Là. Fait que je sais qu'on a 1 kilomètre de canalisation qui ont été faits jusqu'à présent. Fait qu'on avance sur ce front-là aussi également. 1 kilomètre. C'est beaucoup de plus petites choses à coordonner. Là. On a une équipe qui travaille à s'assurer qu'on ajuste aussi chaque élément à prendre en compte. Nos équipes travaillent aussi sur la conception. Ça aussi, je tiens à le dire, il n'y a rien qui est arrêté. Donc, même pendant la pause hivernale, il va y avoir des gens, des ingénieurs qui vont continuer à travailler sur la conception de nos autres bâtiments. Donc, le premier bâtiment ici d'assemblage, c'est celui qui est en construction, mais il va y avoir aussi nos autres bâtiments sur site, donc la conception se poursuit. Donc, les équipes continuent à travailler fort, même si on les verrait peut-être moins actifs sur le terrain l'année prochaine. L'objectif, c'est justement avec l'accès temporaire qui va être construit sur la 116, d'avoir cet accès-là qui va nous permettre de faire en sorte que les camions puissent entrer via l'accès. Donc, pour diminuer effectivement la circulation des camions lourds via cet accès-là. On avait dit à l'époque justement qu'on allait renforcer les mesures de sécurité. Ça a été fait, puis aujourd'hui, on n'a pas eu d'enjeux ou de nouveaux enjeux qui sont survenus là, depuis ces incidents-là. Il y a aussi beaucoup de rencontres avec les citoyens. On a été très présents aussi sur le terrain. Je pense que c'était important aussi pour nous de venir expliquer le projet, de venir expliquer ce qu'on venait faire ici. Par exemple, au niveau du travail avec les relations avec la communauté, je pense qu'il y a eu un très bon travail qui a été fait par mon collègue là, Philippe. Par exemple, notre comité de liaison, il y a eu 6 rencontres cette année. On va évidemment poursuivre les rencontres l'année prochaine. Le comité de liaison, à titre de rappel, il y a des citoyens de McMasterville, des citoyens de Saint-Basile, il y a aussi des citoyens de la MRC. On a des représentants aussi au niveau de l'environnement, des représentants politiques. Donc, on a à la table une variété de représentations. Puis, on a des rencontres pour les mettre à jour sur tout ce qui se passe dans le projet. Et chaque rencontre fait aussi l'objet d'une synthèse. Donc, les gens, s'ils ont des questions sur le projet, nordvolt.com/6, on met l'ensemble des synthèses des rencontres sur notre site Internet. Même chose aussi avec la documentation pour les demandes d'autorisation qu'on a obtenues. Donc, on s'assure aussi d'avoir un maximum d'informations pour expliquer le projet aux gens, aux citoyens. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Puis c'est une des choses qu'on a vraiment mis l'emphase de cette année, dans la dernière année, c'est d'être présent, mais aussi de rendre l'information disponible. Je pense qu'au niveau des employés, on a commencé l'année, on était une trentaine d'employés chez Nordvolt. On termine cette année, on est à peu près 140 employés. Des employés qui sont très fiers de participer à ce projet-là, qui demeurent fiers. Évidemment, comme tout le monde, ils suivent l'actualité, ils lisent les nouvelles. Mais c'est des gens qui ont rejoint Nordvolt parce qu'ils croient en la mission, ils croient à l'importance de la transition énergétique, ils croient à l'importance de participer activement. On voit les conséquences des changements climatiques chaque année. Ça fait que s'accélérer. Donc, les gens, je pense, qui veulent travailler pour Nordvolt sont très fiers et demeurent fiers de travailler pour le projet, souhaitent que le projet se réalise. Nordvolt 6 est très stratégique pour Nordvolt, même en Suède. Ça le demeure. C'est la porte d'entrée pour le marché nord-américain. C'est une opportunité de pouvoir aussi, justement, travailler avec les États-Unis. On est très proche ici, quand même, des lignes. On a toujours notre client avec lequel on est en échange constant. Donc, les fondamentaux pour lesquels on est arrivé ici demeurent. Il n'y a rien qui a changé. Évidemment, on va être prudent dans la gestion de notre argent. On a l'argent dans notre compte de banque ici pour réaliser le projet, mais il faut juste s'assurer d'être diligent dans la gestion de cet argent-là. Puis, on va suivre, évidemment, le contexte de la restructuration là, qui devrait se terminer là, au niveau du 2e trimestre de 2025. Est-ce que les résultats des dernières élections américaines auront un impact sur vos activités? Bien, c'est sûr qu'on va suivre étroitement la situation. Il y avait mis en place, à l'époque, Biden avait mis en place l'Inflation Reduction Act, qui était un paquet de mesures pour l'environnement. C'était pas juste pour la transition vers les véhicules électriques. Il y a 2 éléments aussi dans le Inflation Reduction Act. Il y a la subvention à l'achat des véhicules électriques et il y a justement l'investissement pour la production d'usines un peu comme Nordvolt du côté des États-Unis. Et donc, le Canada aussi avait miroité, en fait, cette mesure-là de notre côté. Pour la subvention aux véhicules électriques, ce qui semble démontrer, c'est que ça pourrait tomber plus rapidement. Au niveau du programme de subvention, là, ils doivent passer quand même par un processus devant le Sénat pour enlever cette notion-là. Donc là, ça va être quand même plus complexe. Il faut savoir aussi que la plupart des usines
de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis sont dans des États qui sont républicains. Donc, est-ce qu'il va décider de conserver, par exemple, une des mesures puis de laisser tomber les subventions? Ça pourrait être un des objets, mais c'est sûr qu'effectivement, le contexte géopolitique actuel, c'est quelque chose qu'on regarde puis qui pourrait influencer le projet. Les travaux seront donc mis sur pause dans les prochains jours et pour toute la période des fêtes, une reprise est prévue dès le printemps prochain. En attendant, l'équipe de TVR9, bien sûr, continuera à suivre ce dossier pour vous et vous pouvez vous rendre au tvr9endirect.com pour consulter du contenu exclusif sur l'entreprise suédoise. L'UPA a fêté les 100 ans cette année. Monsieur Letellier, président de la Fédération de l'UPA Montérégie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui en est ressorti de votre fameux 100 ans cette année avec le congrès qui a eu lieu cet automne? Bien, c'est sûr qu'on a quand même pris la peine de souligner justement le centenaire de notre organisation. C'est pas rien. L'Union des producteurs agricoles, c'est une grande organisation. Ça a été fondé à l'époque pour défendre les intérêts des producteurs agricoles face à tout l'environnement d'affaires parfois qui peut être négatif. Ça s'est constamment révélé nécessaire tout au long des années, puis ça l'est encore toujours aujourd'hui. Donc, on a pris... ça n'a pas été un congrès qui a été festif de A à Z, parce qu'on a quand même des dossiers sérieux à traiter, mais il demeure que c'est important de le souligner. Puis je pense qu'on l'a fait de belle façon. Là, on a eu un gala lors du dernier soir là, qui a été fort apprécié de l'ensemble des participants. Parce que l'UPA a dû se moderniser au fil du temps avec les nouvelles technologies, tout comme les producteurs. Et en Montérégie, ici dans la vallée du Richelieu, entre autres, quels sont les enjeux qui ont été discutés par rapport à ça? Bien, il y a beaucoup d'enjeux en agriculture actuellement. Là. Si on se rappelle, au printemps dernier, on a quand même eu beaucoup de manifestations, une grande mobilisation des producteurs. Il y a eu 17 manifestations à travers la province de producteurs agricoles pour dénoncer justement le manque d'appui au niveau des programmes de soutien du revenu, l'environnement d'affaires, les exigences réglementaires qui sont toujours de plus en plus importantes puis qui étouffent vraiment le producteur. Puis les résultats tardent à se faire sentir. On était supposé avoir obtenu des concessions du gouvernement. Ça avait été annoncé au mois de juin. Dans le champ, ça attend toujours le déploiement de ces mesures-là. Donc, il y a l'impatience qui commence à se faire sentir, puis on le sent tous les jours. Là, on se fait interpeller par les producteurs constamment à savoir cet argent-là va-tu vraiment rentrer? On est-tu capable de se qualifier à cette aide-là? Les allègements réglementaires vont-ils réellement rentrer en vigueur? Parce que là, tout de suite, est-ce qu'il faut aller chercher un permis spécial? Est-ce que finalement, ça va être mis de côté? Donc, on est vraiment dans une certaine incertitude qui déçoit beaucoup les producteurs actuellement. Oui, puis il y a une lourdeur administrative qui vient avec le fardeau de gérer une terre agricole comme ça, mais aussi les agriculteurs doivent faire face au changement climatique. Donc, tout ça ensemble, ça crée plusieurs tensions au niveau des agriculteurs. Bien, c'est l'incertitude. Puis, si on décide de faire une carrière en agriculture, on le sait qu'on va gérer de l'incertitude au niveau climatique, au niveau des marchés. Donc, ça fait partie de la game. Mais c'est sûr que les changements climatiques en rajoutent une couche. Là. On avait une super belle saison jusqu'au 1er août cette année. À partir du 1er août, il s'est mis à avoir des intempéries vraiment presque diluviennes. On se souvient de la tempête Déby qui est passée. Puis ça a vraiment eu un impact important, surtout dans la production maraîchère. On a vu que ça a piqué du nez dans ces semaines-là. Donc, on a des épisodes climatiques qu'on n'avait pas avant, qui ont un impact vraiment important sur nos cultures. On sait que ces épisodes-là vont non seulement se répéter, mais probablement augmenter autant en intensité qu'en nombre. Fait qu'il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on adapte nos terres à ça, il faut faire du nivelage, il faut améliorer le drainage, il faut vraiment adapter notre machinerie à ça aussi. C'est des coûts importants que ça engendre. Donc, ces défis-là qui n'étaient pas nécessairement aussi importants avant, là, on les vit de plein fouet. Oui, parce qu'on parle d'aménagement durable, on parle de plusieurs façons de contrer tout ça. Et l'UPA organise entre autres un salon pour les producteurs puissent avoir des outils et des conseils en janvier prochain. Bien, c'est pas l'UPA, en fait, c'est vraiment la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Mais oui, c'est le salon de l'agriculture, donc à Saint-Hyacinthe, qui a lieu à chaque année, qui revient cette année du 14 au 16 janvier. Puis c'est vraiment un événement qui est fort, je dirais, dans la région. À chaque année, là, c'est un lieu de rendez-vous pour les producteurs agricoles, mais même pour le grand public aussi. Là, il y a quand même toujours des conférences intéressantes, il y a des exposants qui sont là. Donc, c'est vraiment l'occasion de tisser des liens entre le monde agricole. Oui, parce que j'imagine que le réseautage devient important à ce niveau-ci, à ce moment-ci dans le parcours des agriculteurs au Québec. Bien, plus que jamais, je pense qu'on a tout intérêt à s'aider les uns les autres, vraiment à partager nos connaissances, nos informations. Puis on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Souvent, la compétition, elle vient plus des marchés extérieurs. Donc, on a tout intérêt à se tenir ensemble puis vraiment à faire front commun pour affronter ces défis-là.
Et ça serait quoi le meilleur truc qui pourrait arriver aux agriculteurs en ce moment? La meilleure nouvelle, en fait. On parle d'argent souvent, mais ce qui est question de fonds... Ben, disons qu'il pourrait y avoir plusieurs bonnes nouvelles, là, parce qu'il y a l'incertitude par rapport notamment à ce qui va se passer aux États-Unis. Si on pouvait être rassuré à l'effet de qu'est-ce qui s'en vient avec l'élection du président Trump, puis qu'est-ce qu'on va avoir, est-ce que notre gouvernement va nous soutenir par rapport à ce qui a été annoncé, mais qui n'est pas encore nécessairement négocié. Ça, c'est une partie de la réponse. Les allègements réglementaires, ça, c'est vraiment le point qui est... le point d'achoppement tout de suite pour plusieurs producteurs agricoles qui en ont un écœur en titre. Je dirais que l'aspect financier, les difficultés financières, oui, c'est une chose, mais dans la balance, je pense que l'aspect de l'abus réglementaire pèse encore plus lourd sur le moral des producteurs, sur leur capacité à être productifs, parce que le temps qu'on passe là-dedans à répondre à toutes les multiples exigences, bien, on ne le passe pas à améliorer la capacité de notre entreprise. Donc, je pense que que les mesures qui ont été annoncées au mois de juin soient rendues effectives le plus rapidement possible, ce serait vraiment un beau cadeau pour les producteurs. En espérant que ça se passe en janvier. Merci beaucoup, M. Letellier, pour cette information. Bien, merci à vous. On reçoit Dominique Dumouchel, qui est agente culturelle à la Ville de Belleuil. Salut Dominique. Salut. On va commencer avec la Maison Villebon, Maison de la culture. Pour ceux qui ne sont jamais allés, pourquoi cet endroit-là est un incontournable à Belleuil? Ah, parce que c'est le lieu communautaire Maison Villebon, pour faire rapidement. On organise des spectacles, autant les jeudis, les vendredis. On fait des spectacles pour les aînés, des spectacles grand public. On fait des spectacles pour enfants, avec plein de plages horaires et avec des prix super abordables. Quel genre de salle que ça? Il y a combien de places? 60 places, petite salle. Oui, exactement. Puis c'est ça qui fait le côté chaleureux de la Maison Villebon, la proximité avec les artistes. Et la nouvelle programmation va sortir bientôt? La billetterie est actuellement en cours. Tous les détails sont sur le site belleuil.ca/événements. Tous les détails, la programmation débute le 30 janvier et termine le 5 avril. Quel genre d'artiste est-ce que vous recevez? De tout. On reçoit autant l'humour. On va recevoir Martin Larocque qui commence la saison. Sylvain Larocque, pas Martin Larocque, désolé. On reçoit de la musique des Antilles, de la musique brésilienne, autant qu'avec la programmation plus émergente, on va recevoir du post-punk avec le groupe Moutarde, qui est un artiste, justement, un band locaux de Belleuil. OK. Puis les horaires, ça ressemblent à quoi pour les gens qui veulent y aller? Les mercredis, c'est ça qui est intéressant, c'est des plages d'après-midi, donc les spectacles commencent à 1h30. Les jeudis, c'est à 7h30. Les vendredis, c'est à 8h. Et les spectacles pour enfants, c'est à 3h. Donc, vous essayez vraiment là, d'offrir de la disponibilité pour tous les groupes de personnes. Oui, à tous et toutes. Et aussi, là-dedans, on offre des documentaires en après-midi également. Pour ceux qui aiment apprendre. Pour ceux qui aiment apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours en présence des réalisateurs ou des fois de comédiens. Donc, les documentaires sont en visionnement, mais il y a toujours une période de médiation avec les réalisateurs. Bien, c'est ça que je comprenais, c'est que vous, c'est important pour vous de réunir les artistes avec le public. Oui, c'est ça la mission de la Maison de la culture, c'est mettre en avant tous les acteurs un peu là-dedans. C'est l'accessibilité à la communauté puis aux artistes. Fait qu'après les spectacles, on peut les rencontrer, jaser un peu. Il y a toujours une période de médiation, un 10-15 minutes qui sont disponibles, puis ça donne tout le temps des belles discussions, parce que c'est ça, c'est une petite maison patrimoniale, donc ça apporte ce petit côté-là chaleureux. On peut changer de sujet. Il y a un festival qui m'intéresse beaucoup cet hiver. Oui. Le festival Chaufferette. Bravo pour le nom aussi. Oui. Ça ressemble à quoi cette année? Chaufferette qui va être à sa 11e édition les 21 et 22 février. Festival hivernal entièrement extérieur. C'est ça qui est bien parce qu'on est dans un pays un peu nordique. Puis on est très privilégié dans ce festival-là. Ça revient encore sur le site du terrain de l'église. Okay. Toujours encore avec les projections, les DJ, les VJ. L'offre alimentaire va être là avec des activités pour tous et toutes. 21 et 22 février 2025. Avez-vous eu à faire des aménagements particuliers? Oui, nouvelle formule cette année en nouveauté et en primeur. On travaille avec la collaboration avec nos amis au loisir à la ville. Et puis, on va faire un chaufferette vraiment familial. Le problème avec les éditions passées, c'est que le festival commence à 18h. Et puis, c'est un peu tardif pour les enfants. Et puis, c'était dur de faire l'entre-deux. Donc, cette année, on fait un chaufferette familial qui va être uniquement le samedi, de 1h à 6h. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, de l'animation, des chocolats chauds, tous, mais vraiment dans un volet
familial. Il n'y aura pas les projections qui vont plus être en soirée, mais un chaufferette accessible. C'est un peu un exemple d'une situation où la Ville a écouté les demandes de certains citoyens, parce que si je ne me trompe pas, à prime abord, le spectacle était plus destiné aux jeunes adultes. Exactement. Et puis, c'était la problématique. Donc, on a été dans l'écoute active, comme tu dis, puis ça, on s'est adapté. Et je crois que c'est peut-être, ça va avoir écho, puis ça va revenir pour les prochaines éditions. Il y a également la sélection des artistes. Ça, je comprends que tu ne veux pas trop entrer dans les détails. À quel moment on va savoir quels artistes vont être présents? Nous, on dévoile la programmation dans la semaine du 21 janvier. Donc, autant les artistes qui vont être en projection, parce qu'on a fait un appel de dessins qui sont projetés sur les églises. Donc, toute la programmation va être dévoilée dans la semaine du 21 janvier avec le communiqué de presse. Et puis, tout sur nos réseaux sociaux. Donc, beloeil.ca, Chaufferette, sur Facebook, tout va sortir. Merci beaucoup, Dominique Dumusset. Je rappelle, tu es agente culturelle à la Ville de Beloeil. Oui. J'ai vraiment hâte d'assister à ces beaux spectacles-là. Ah oui, merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été à l'écoute tout au long de l'année 2024. L'équipe de TVR9 vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2025. En attendant, on vous invite à vous rendre sur tvr9endirect.com pour découvrir du contenu exclusif ou encore sur tvr9.com pour voir ou revoir nos émissions. Si vous avez des commentaires à nous faire parvenir, n'hésitez pas à nous les partager à info@tvr9.com. Sur ce, bonne semaine à tous et passez de joyeuses fêtes.